Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, au menu, ce jour, nous accueillons Bertrand Defoe, un coach, un master coach certifié, incontesté de notre belle ville, ou bien, si vous voulez, notre beau pays, le Canada. Euh, Ça fait plusieurs années que Bertrand Defoe exerce en tant que coach certifié. Il a été la solution de nombreuses personnes dans notre communauté et il nous a fait ce plaisir d'être là. Mais surtout, il pourra pour le moment répondre à vos questions si vous avez besoin de coaching. Alors, je vous fais un déroulement du programme. Nous allons déjà l'accueillir dans pas très long. Il va se présenter. Ensuite, nous allons parler de son parcours. Parce que ça va faire plusieurs années qu'il est au Canada, mais avant le Canada, il était dans un autre pays, la Suisse. Il va nous expliquer comment il part de son pays d'origine, le Cameroun, pour la Suisse, après la Suisse pour le Canada. Ensuite, nous allons parler des clés de la réussite en Occident. Bertrand Dufault, c'est quelqu'un qui a plusieurs années en Occident. Il pourra vous partager ses échecs et aussi vous donner les clés qui vous permettront de réussir. Ensuite, nous parlerons des questions liées aux erreurs que commettent beaucoup d'immigrants quand ils arrivent au Canada. Et une fois de plus, la pertinence de Bertrand Defoe dans de tels sujets est d'or parce qu'il a de très bons conseils dans ce genre de thématique. Ensuite, voilà, nous allons laisser des personnes intervenir sur la chaîne, des personnes qui pour le moment, ont besoin de coaching, des personnes qui souffrent intérieurement, des personnes qui veulent avancer, je dirais, dans leur milieu professionnel et qui manquent de bons conseils. Bertrand pourra répondre à toutes ces questions de manière transparente, parce que nous sommes dans une chaîne de transparence. Nous voulons votre bien-être. Sans plus tarder, nous allons accueillir Bertrand Defoe. Bonjour Bertrand. Bonjour Stéphane, comment tu Comment, vas? comment vas-tu? Je vais bien, merci toi. Super, super. Alors, comme toujours, tu es un habitué de la chaîne, hein. Comment je vais dire ça? Je vais te laisser prendre la main, je vais te laisser t'exprimer, je vais te laisser nous en dire un peu plus sur ta personne. Parce qu'à chaque fois que tu viens sur cette chaîne, je pense que mon audience te connaît déjà, mais ceux qui peut-être viennent de prendre le live en cours, ceux qui ne connaissaient pas la chaîne Migration Entrepreneuriat, peut-être ont besoin de te connaître à nouveau. Merci Alors, Bertrand Stéphane. Tout Defoe. d'abord, oui, pardon, je te laisse terminer. Alors, qui est Bertrand Defoe? C'est une vaste question. D'abord, merci pour l'invitation. Merci à Stevia et toi pour l'invitation et bravo pour le très, très, très beau travail que vous accomplissez depuis plusieurs années déjà pour notre communauté et pour le public en général. Je suis très honoré d'être là aujourd'hui. Et je voudrais également saluer le grand public de la chaîne. Qui est Bertrand Defoe? Question difficile, hein? À chaque fois qu'on me pose cette question, et même quand on pose cette question en général aux personnes, on ne sait pas toujours par quel bout prendre cela. Bon, ben, disons que je suis un master coach certifié, leadership coach certifié, consultant en éducation. Je suis basé dans la grande région de Toronto, où se trouve Edugnation, où se trouve le siège d'Edugnation Consulting Inc. Dans le cabinet que j'ai fondé en avril 2016, nous avons célébré nos 6 ans il y a quelques jours, seulement 6 ans d'impact en Ontario, au Canada et à l'international dans la grande francophonie sur 3 continents. Je suis né au Cameroun, j'y ai grandi et ensuite, une bourse d'études m'a permis de continuer à l'Université de Genève où j'ai passé de très, très belles années, 3 belles années à Genève, des années vraiment extraordinaires. Et puis, ça a été la belle aventure canadienne qui se poursuit. Voilà, donc, voilà 21 ans à peu près maintenant, là, quelques mois près, là, que j'ai quitté le Cameroun.
Alors Bertrand, merci, merci. Déjà, de manière, je dirais, poussée, tu m'as dit tantôt, tu as fait 3 ans à Genève et puis de la Genève, tu es arrivé au Canada. Mais, à Genève, qu'est-ce qui te fait partir de Genève? Genève n'est pas bien pour toi? Après tes études, ne te sentais pas heureux dans ce beau pays? La Suisse est un beau pays en passant. Pourquoi tu quittes la Suisse pour le Canada? Ah, c'est une bonne question. La Suisse est un pays extraordinaire. D'ailleurs, j'y suis retourné 2 ou 3 fois, hein, dire bonjour aux proches et aux amis que j'ai encore là-bas. Je garde de très, très bons liens avec plusieurs personnes du côté de la Suisse. C'est un pays extraordinaire. Bon, pourquoi je quitte la Suisse? Vous savez, tu sais, Stéphane, quand on est étudiant dans la plupart des pays, étudiant africain, il faut le dire, hein, étudiant africain, dans la plupart des pays européens, une fois qu'on a terminé ses études, si on aspire à passer à autre chose, c'est-à-dire à aller dans le monde professionnel et plus tard à fonder une famille, ça devient très, très, très compliqué. On sait tous hein, la problématique de ce qu'on appelle couramment les papiers, n'est-ce pas? Donc, Tout à fait. ayant terminé ce qu'on appelait à l'époque hein, le DEA, diplôme d'études approfondies, et ne voulant pas continuer comme certains font, ce n'est pas un reproche à chacun de choisir ses stratégies. Il y a ici et là en Occident des étudiants africains, mais pas seulement, qui vont d'un diplôme à l'autre, simplement pour avoir les papiers. Hein, ils renouvellent leur permis d'études, hein, une nouvelle inscription, un diplôme, une nouvelle inscription, un diplôme, pour continuer à rester sur le territoire. Mais moi, j'ai choisi l'immigration canadienne. Heureusement que j'avais 2 très, très bons amis, qui sont d'ailleurs de très bons amis, qui sont ici au Canada maintenant, qui m'en avaient parlé avant que je termine mes études et puis qui m'ont guidé là dans le processus, qui m'ont expliqué comment ça fonctionne, comment remplir les papiers, etc., les documents. Bon, ce que j'ai fait, et puis voilà, le processus a suivi son cours. À l'époque, ça allait très vite, en 6, 7 mois maximum, j'avais mon visa pour venir, pour entrer au Canada. Voilà, ça s'est fait vraiment de manière très, très facile, comme ça. Super, super. Alors Bertrand, tu as ouvert, Éduc-Nation, c'est une firme, je dirais en lien avec le coaching, en lien avec l'éducation, en lien avec tout ce qui touche, je dirais au prochain. Tu essaies de réparer les blessures des uns et des autres. Voilà. D'ailleurs, on va faire passer des témoignages des personnes, qui ont suivi le coaching de Bertrand Defoe et qui vraiment, vous écoutez les témoignages tantôt, qui vraiment lui tirent le chapeau pour les avoir aidés à se réparer ou bien à se découvrir professionnellement, autant pour moi. Mais Bertrand, avant de passer à ces témoignages, j'aimerais savoir comment est-ce que, d'où te part l'idée de te lancer dans le coaching? D'où te vient cette inspiration et te dire maintenant, je vais aider des gens à s'épanouir, à grandir, sur le plan émotionnel, sur le plan professionnel, sur tous les plans, de la vie. Ça te vient comment? Très bonne question. Ça me vient du besoin. Hein. Pour moi, c'est un besoin. Du besoin d'aider les autres, du besoin aussi de me développer. Parce que en aidant les autres, je me développe. D'ailleurs, je dis toujours lors de mes conférences et des coachings, des sessions de coaching que j'ai avec de plus en plus de monde, que ces personnes m'apportent autant que je les apporte. Souvent, elles sont surprises, hein, ces personnes, quand je les remercie grandement à la fin d'une heure ou de 2 heures de coaching. Parce que j'apprends énormément au contact des gens. J'apprends énormément et je valorise, j'apprécie énormément la confiance. Parce que pour que quelqu'un te contacte et reconnaisse qu'elle vit une situation difficile, accepte de t'en parler à cœur ouvert, les personnes me disent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de leur vie personnelle et familiale, parfois énormément, énormément, énormément. Je suis touché par ces marques de confiance et j'en apprends beaucoup. Donc, j'ai voulu apporter mon expertise, mon expérience de la vie aux autres et en même temps me développer. C'est une façon extraordinaire, on en parlera, je suppose, tout à l'heure, Stéphane, c'est une façon extraordinaire, extraordinaire de se développer. Mais je voudrais dire aussi qu'éducation, ce n'est pas seulement le coaching, c'est aussi la consultation en éducation.
je ne l'ai pas dit quand je me présentais, mais j'ai un background de prof, là, d'enseignant. Je suis membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Et donc, j'ai voulu aussi apporter mon expertise comme prof, comme expert en éducation, non seulement aux individus, mais aussi aux familles et même aux écoles. Je travaille avec des organismes liés à l'éducation en Ontario, au Canada et dans d'autres pays, en Afrique francophone notamment. Et ce que je fais, c'est par exemple de les accompagner dans la formation, le perfectionnement de leur personnel, c'est de travailler sur les programmes scolaires, etc., etc. J'ai collaboré aussi avec l'OCDE, notamment le fameux programme PISA, PISA, Programme international pour le suivi des acquis des élèves. Alors, voilà en gros éducation. Il y a un côté consultation en éducation et il y a un côté coaching. Et pour le côté coaching, je suis membre de la Fédération des coachs certifiés dont le siège se trouve à Montréal. Oui, Bertrand, tantôt tu as parlé des membres des enseignants de la province d'Ontario. Ça va peut-être interpeller les abonnés parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont enseignants dans leur pays d'origine et qui aimeraient exercer au Canada, soit au Québec, soit à l'Ontario. Mais plus précisément à l'Ontario, j'ai beaucoup de monde qui me viennent dans ce sens. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire, accompagner des personnes à s'intégrer en tant qu'enseignant dans ta province? C'est quelque chose que je fais déjà, Stéphane. Ah, Et sans dévoiler de nom, évidemment, la confidentialité est de mise hein, dans notre travail. ok, Il y a deux personnes que je coach depuis 3 semaines à peu près maintenant, dans un pays d'Afrique, je ne donnerai pas le nom du pays non plus, et qui ont, il y a quelques jours encore, qui ont passé deux profs, hein, parce que ta question porte sur les profs, n'est-ce pas? Deux profs, donc, qui ont passé des entrevues avec un conseil scolaire francophone de l'Ontario. Et à ce que j'ai pu constater, les entrevues se sont bien passées puisque ces deux profs ont reçu euh, de la ah, documentation à remplir après les entrevues, leur demandant leurs références, tout ce à qu'ils fait. ont fait ou ce qu'elles ont fait ces deux personnes, et que les références dans ces personnes-là, les références de ces deux, ont reçu déjà la documentation de ce conseil scolaire pour confirmer qu'elles, ces références, connaissent les deux profs et puis pour attester de leurs compétences, de leur qualité. Donc, c'est quelque chose que Éducation fait déjà. Ah, super, super. Alors, si vous écoutez là, ceux qui sont enseignants et qui veulent justement savoir comment ça se passe, etc., n'hésitez pas, j'ai mis dans la description de cette vidéo les différents liens de contact pour que vous puissiez approcher Bertrand Défaut et voilà, il se fera un plaisir de vous coacher. Soyez pas timide. Vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires parce que c'est ouvert et c'est pas payant, c'est gratuit parce que lorsqu'on va devoir passer, je dirais, à la paye, beaucoup vont se décourager. Donc là, aujourd'hui, c'est gratuit. Bertrand ne facture pas sa consultation ou bien son coaching. Vous avez des questions, profitez-en. C'est pas tous les jours en passant. Donc Bertrand, on va faire passer le premier témoignage. Et puis on va revenir, le temps de préparer ça. OK. Bonjour, je m'appelle Vanessa. J'ai eu la possibilité de travailler avec le coach certifié Bertrand Défaut. Grâce à lui, j'ai pu améliorer mon profil LinkedIn et mes stratégies de réseautage professionnel. De plus, le coach Bertrand m'a aidé à préparer efficacement pour mon entrevue avec une grande entreprise médiatique canadienne. Aujourd'hui, je me sens plus en confiance en tant que professionnelle et j'ai pris conscience de ma valeur. Merci beaucoup à vous, coach Bertrand, pour cette aide très précieuse. Alors, on va passer à un autre second témoignage parce que, étant donné que nous sommes dans les témoignages, allons les passer à tour de rôle. Bonjour. Je voulais vous parler là d'un coach certifié, d'un consultant en éducation de qualité
que j'ai reçu hier dans notre groupe parents-enfants en difficulté ou à besoins particuliers, en la personne de Bertrand Defoe, qui a su stimuler les parents et leur montrer la différence qu'il y a entre l'école pour l'école et l'intelligence émotionnelle. Oui, surtout des enfants en difficulté, ils ont besoin de ce genre d'intervention. Et je peux te dire, Bertrand, tu as vraiment touché le cœur de ces parents qui m'ont tous écrit après pour dire ce fut vraiment une belle intervention. Et moi, j'en profite pour te dire merci d'avoir accepté de venir intervenir comme ça. Bonjour, mon nom est Enoch Amba, je suis comptable dans la ville de Toronto. Aujourd'hui, je voulais vous parler du coach certifié Bertrand Defoe avec qui j'ai assisté de sessions de coaching. Il m'a beaucoup aidé à améliorer mon compte profil de LinkedIn et aussi me partager quelques stratégies afin d'améliorer mon réseau professionnel. Aujourd'hui, j'ai plus confiance en moi parce que mon réseau professionnel s'améliore et de plus en plus mon LinkedIn est plus visité. Je suis plus optimiste pour mon futur en tant que professionnel et je voudrais dire à M. Defoe, merci pour votre écoute et pour votre professionnalisme. Alors Bertrand, ton champ d'expertise est large. J'ai pu voir ces témoignages et puis je me rends compte que tu touches à tout. Tu aides des parents dont les enfants sont en difficulté. Tu aides des personnes à se développer dans le milieu professionnel, le comptable qui vient de passer. Et puis je connais aussi quelqu'un qu'on va taire le nom dans notre communauté qui a eu des blessures d'enfance, qui voilà a été victime d'un viol et tu as réparé son cœur. Je trouve que tu fais de bonnes choses dans la communauté. Merci Stéphane, merci pour l'appréciation. Bon, disons que c'est lié à plusieurs éléments. Hein. C'est lié à l'éducation que j'ai reçue. Je ne dirais jamais assez merci à mes parents, à mes oncles, mes tantes, vraiment toute la famille, hein, mes frères et sœurs qui ont fait et continuent à faire énormément pour moi. Je crois que j'ai reçu une éducation très, très, très précieuse que je continue à chérir. Mais c'est aussi lié à mon parcours, à ma formation. Il faut dire que j'ai touché à plusieurs domaines. Aujourd'hui, je peux m'appuyer sur ces différents éléments-là. Je suis parti de la littérature. Hein. Je suis un fou de la littérature, un fou de la lecture. Et dans la littérature, je me suis beaucoup intéressé à la psychologie, hein, la psychologie appliquée à la littérature, hein, ce qu'on appelle encore la psychocritique. C'est-à-dire, quand tu lis un roman, par exemple, hein, tu lis le roman sous l'angle de la psychologie des personnages. Tu vois? Et mon mémoire de maîtrise au Cameroun, à l'Université de Yaoundé, hein, portait justement sur la folie, hein, dans 3 romans, L'histoire du fou de Mongo Beatty, un de mes auteurs préférés, Des souliers des hommes, John Steinbeck, prix Nobel de littérature, auteur américain, et puis Aurélia, le célèbre récit de Gérard de Nerval, auteur français du 19e siècle. Donc, je me suis depuis très longtemps intéressé à la psychologie, comprendre les êtres humains. Mais ce que je peux offrir aujourd'hui, c'est aussi lié à mes études en Suisse, mais par la suite aussi à mes études au Canada, à l'Université Laval notamment. J'ai passé 2 années extraordinaires et par la suite encore, c'était un peu long, hein, à l'Université d'Ottawa où j'ai passé une année magnifique aussi, c'est-à-dire des études en communication et des études en éducation. Alors, tu vois, Stéphane, ça fait finalement un très, très, très large spectre, à la fois d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue culturel et d'un point de vue humain personnel. Et c'est cette richesse que je suis heureux de partager aujourd'hui avec toutes les personnes qui viennent vers moi. En tout cas, avoir toutes les citations que tu viens de citer, c'est la preuve vraiment que tu es vraiment plongé dans les lectures. Et je découvre à chaque fois en t'écoutant. Alors, on va passer rapidement sur des questions en lien avec les clés de réussite en Occident. Alors Bertrand, quand tu parles de la réussite en Occident, qu'entends-tu par là? Parce que je pense que la réussite peut être définie sur plusieurs plans, mais de manière, je dirais, non philosophique, parce que je sais que si on rentre dans la philosophie, tu vas
Hein, tu vas étayer encore et encore, et puis on pourrait passer 3 heures ici. Donc, de manière factuelle, c'est quoi la réussite pour toi en Occident? Très bonne question. La réussite va au-delà de l'argent. Parce que souvent, quand on entend le mot réussite, on pense tout de suite à l'argent. Évidemment, c'est un élément important, hein. Nous ne le cachons pas. La plupart d'entre nous, si nous avons quitté nos pays, ou en tout cas si nous ne sommes pas retournés nous installer dans nos pays, pour la majorité d'entre nous, c'est pour des raisons économiques, nous le savons. Okay. Donc, oui, les finances, c'est important. Mais la réussite en Occident ou la réussite tout court ne se limite pas seulement à ce niveau-là. Donc, pour aller dans le concret, puisque tu ne veux pas de philosophie aujourd'hui, Stéphane, il faut d'abord accomplir ce pourquoi on a quitté son pays. Si on a quitté son pays pour les études, idéalement, il faut avoir terminé ses études. Okay. Déjà, à ce niveau-là, c'est un premier point, là, un point positif, une première réussite. Après les études, il faut trouver un emploi. Ou bien il faut créer son propre emploi. Il faut être autonome financièrement. Il faudrait également, dépendamment de... Et là, on entre un peu dans les aspects plutôt personnels. Hein. Si on veut fonder une famille, si voilà, il faut pouvoir le faire. À un âge pas très avancé pour avoir le temps, idéalement, de s'occuper des enfants, de leur transmettre notre amour, notre culture, etc., etc. Mais il y a tout le volet communautaire qui, pour moi, est très important. Il faut s'impliquer, pas seulement dans notre, entre guillemets, petite communauté camerounaise, sénégalaise, africaine, non, mais s'impliquer de manière beaucoup plus large dans notre pays d'accueil. C'est très important. Voilà pourquoi j'encourage à chaque fois que je peux, que j'ai l'occasion de m'exprimer devant du monde, là, j'encourage toutes les personnes immigrantes à s'impliquer dans leur quartier, dans leur ville, dans leurs écoles, dans leur milieu de travail, à faire du bénévolat. C'est si gratifiant et on en retire énormément. Réussir pour un immigrant, c'est aussi être capable de tendre la main à notre pays d'origine. Notre pays a consenti de gros efforts, de très gros efforts. Et ici, quand je dis notre pays, c'est l'État et puis c'est la famille. Dans mon cas, là, j'ai quitté le Cameroun étant adulte, avec une maîtrise en poche déjà. Vous imaginez combien ça a coûté à l'État camerounais là, pour financer toutes ces études-là que j'étais fait déjà quasiment. Évidemment, je me suis développé davantage ici, c'est sûr, mais j'étais fait. Alors, il faut que je redonne, que j'ai la possibilité de redonner cela au Cameroun, autant que je peux, autant qu'on me permet aussi de le faire. Mais c'est aussi de tendre la main à ma famille, d'aider autant que possible ma famille, les personnes, rester au Cameroun. Et cette aide n'est pas seulement financière. Cette aide est aussi culturelle. C'est leur partager mon expérience, leur partager ce que j'ai appris là, en 21 ans d'immigration. Les leçons apprises, l'expérience, la culture, et contribuer à changer, à modifier la vision qu'elles peuvent avoir de la vie. C'est si important. C'est ce que le sociologue français Pierre Bourdieu appelait le capital culturel. Il y a le capital financier, c'est l'argent évidemment, il y a le capital social, relationnel. Voilà pourquoi je parle beaucoup de réseaux dans mes conférences. Et puis il y a le capital culturel. Et c'est si important d'être capable de transmettre également ce capital culturel-là. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Stéphane. Effectivement, Bertrand, merci pour les réponses que tu donnes. Pendant que tu répondais à cette fameuse question, j'ai défilé plusieurs de tes photos. Et on va quand même faire un clin d'œil dessus. Tu nous diras, je pense que tu auras aussi accès à ces photos que je vais partager à notre public et tu pourras nous en dire un peu plus sur les différents événements auxquels tu étais convié et qu'est-ce que tu
ils faisaient. Alors, on va passer à cette photo. Je vois plusieurs dames autour de toi, etc. Ah, c'était lors de quoi? Quel séminaire? C'était quel événement? Tu vois plusieurs dames, moi je vois également plusieurs messieurs, n'est-ce pas Stéphane? Ah oui, ils sont en arrière, c'est vrai. OK. Alors, ici c'est à Deux-Montagnes, hein, une petite ville en banlieue de Montréal, OK, où voilà, je suis allé, c'était dans un cégep, ce qu'on appelle au Québec un cégep, un collège, OK, voilà, donner une formation sur l'intelligence émotionnelle OK. et j'ai passé une très, très, très belle journée Sup dans ce cégep-là. C'était dans le cadre d'un colloque, je n'étais pas seul, hein. OK. Il y avait plusieurs conférenciers, plusieurs formateurs, voilà. Chacune avec sa thématique. Moi, c'était sur l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est une très, très belle photo que Super. j'aime énormément. Et ici, là, on a une autre photo, tu es avec un micro et il y a plusieurs, personnes autour de la table. On a bien l'impression on n'est pas à Montréal, là, on n'est pas au Canada, ça c'est sûr et pourrais-tu nous en dire un peu plus? Ah oui, là, on est au Congo, Congo-Brazzaville. Je suis allé pour des conférences formation. C'est un pays que j'aime énormément, passionnément. Très, très, OK. très beau pays. Et Congo, Kinshasa? Congo-Brazzaville. Non, Brazzaville. Brazzaville. OK, Congo-Brazzaville. beauté nayo à nos amis congolais qui nous écoutent. Congo-Brazzaville, voilà. Donc, très, très beau pays. Un petit peu voir la salle était comble, hein. Et puis, nous avons eu l'honneur, parce que je n'étais pas seul, hein, j'étais avec une collaboratrice, nous avons eu l'honneur d'être très bien accueillis par les autorités congolaises. Il y a d'ailleurs à droite, euh, à droite de la photo, la Oui, première personne, le monsieur en oui, costume, je crois que c'est bleu là. oui. À droite, voilà, c'est le secrétaire général de la préfecture de Pointe-Noire, deuxième ville du Congo, la ville économique pétrolière du Congo-Brazzaville, donc qui était présent durant les, les jours que nous avons passés là-bas. Il nous a reçus. Le préfet était en déplacement cette semaine-là, donc, mais le secrétaire général nous a reçus. Alors, on a passé de très, très, très beaux moments. J'y suis allé par la suite encore hein, au Congo. Et puis, nonobstant cette pandémie, j'y serai retourné. Voilà. Il y a beaucoup d'invitations du côté du Congo. Ici, c'est Super, avec super. Marcel Lynn. On revient au Canada ici. OK, Grande dame du OK. cinéma ontarien et canadien, qui est une partenaire très, très précieuse d'Éducation et une amie également. On fait quoi, une bonne dizaine d'années maintenant que nous discutons, que nous travaillons, qu'on se rencontre à l'occasion, qu'on se téléphone souvent. Donc, elle est la directrice générale, fondatrice de Ciné Franco, festival de films francophones en Ontario. Super, super et pour finir, la dernière photo ici. Là, c'est Paris, comme la phrase le dit, hein. J'y vais parfois, dès que je le peux. Et à Paris, beaucoup de connaissances, à la fois la famille, mais aussi des connaissances d'affaires. Et voilà, j'y étais pour rencontrer quelques connaissances d'affaires, pour discuter. Et j'en ai profité, voilà, pour me faire plaisir également. Super, super Bertrand, franchement, ton parcours est juste, admirable. Alors nous allons attaquer le prochain point, je pense un point qui va interpeller tous ceux qui écoutent cette chaîne, tous ceux qui, sont immigrants et tous ceux qui aspirent à devenir immigrants au Canada dans les prochains jours. Déjà qu'en passant, il y a une très bonne nouvelle, Bertrand, peut-être tu ne le sais pas encore, moi qui travaille dans le domaine, le ministre Shane Fraser de l'immigration, a déclaré dans le communiqué d'hier que maintenant les extractions directes se feront. Alors, on entend par extraction directe, c'est-à-dire quand tu as un profil entrée express, tu as la possibilité de le faire en tant que travailleur qualifié ou encore tu peux le faire dans l'expérience canadienne ou encore tu peux le faire dans les candidats des provinces. Mais depuis un certain temps, depuis précisément décembre 2020, on ne faisait plus d'extraction directe dans aucun programme. C'est-à-dire, le ministre de l'immigration pouvait, comme cela, regarder le quota des points des personnes qui ont un profil entrée express. Et quand vous étiez dans le quota, c'est-à-dire 470 et plus, il venait vous extraire. Vous n'avez pas besoin d'appartenir à aucun programme, il vous extrait comme cela. Et après,
ils vous donnent une lettre d'invitation pour pouvoir faire la résidence permanente. Donc, ça s'était arrêté. On avait donc privilégié certains programmes spécifiques comme le programme des candidats des provinces ou bien le programme de l'expérience canadienne. Mais malheureusement, tout le monde n'entrait pas dans ce programme parce que voilà, il y avait beaucoup de contraintes. Maintenant, vu que les choses commencent à s'assouplir, le ministre a relancé l'extraction directe. Ça fait que beaucoup d'abonnés sont heureux parce que beaucoup d'abonnés pourront maintenant venir au Canada en tant que résidents permanents. Donc, du coup, cela nous amène à te poser la question qui est les erreurs que commettent les immigrants au Canada, selon toi. Toi qui as passé tant d'années au Canada. Il y en a beaucoup, ouais, il y en a beaucoup. J'en parle souvent. Et d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, si tu permets que j'en parle ici un petit peu, Stéphane, ce qui compte vraiment, hein, les personnes qui me suivent, là, qui veulent mes conseils, mes stratégies de manière tout à fait gratuite, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ce qui compte vraiment, c'est la chaîne YouTube que je nourris, voilà. Il y a une vidéo qui en parle, hein, les erreurs que les immigrants commettent en Occident. Les principales erreurs tournent autour de l'éducation des enfants. Ça, pour moi, c'est la première, pour ceux qui ont des enfants, évidemment, qui ont déjà des enfants, c'est la première erreur. Beaucoup d'immigrants là, disent qu'ils sont venus au Canada, ou en tout cas en Occident, ont quitté leur pays d'origine pour leurs enfants. Qu'ils aient déjà des enfants ou qu'ils souhaitent en avoir. Mais on observe malheureusement que concrètement, là, beaucoup d'immigrants sont absents de l'éducation de leurs enfants. Quelquefois, ce n'est pas tout à fait de leur faute, hein. Il y a souvent des circonstances atténuantes, il faut bien le dire, que quand on arrive, la première des choses à laquelle on pense, là, ce n'est pas de suivre l'évolution de son enfant. Est-ce qu'il ou elle a des devoirs, etc. C'est de trouver un emploi, d'être capable de nourrir sa famille, ses enfants ici, et parfois même de soutenir la famille restée au pays. Donc, mais il faut quand même, j'encourage les parents, je voulais dire, pardon, à prendre le temps, même si c'est seulement quelques minutes par jour, là, à prendre le temps pour leurs enfants. Au moins, poser quelques questions. Comment s'est passée ta journée à l'école? Comment ça va avec tes profs? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ta nouvelle école, dans ta classe? Est-ce que tu as des devoirs? Est-ce que tu as des projets? Au moins 15-20 minutes par jour, là, quand on n'a pas de temps, c'est déjà beaucoup. Ça, c'est la première erreur. Une autre erreur, c'est de tomber dans la surconsommation, Stéphane. On va me dire qu'il n'y a pas que les immigrants qui tombent dans la surconsommation, les Canadiens de très, très longue date aussi. D'ailleurs, les Canadiens sont parmi les plus endettés. Hein. Le taux d'endettement au Canada est extrêmement élevé, tourne autour de 180%. Là. Okay? Donc, c'est très, très élevé. Mais bon, ce n'est pas parce que les autres sont endettés que tout le monde doit être endetté aussi. On doit bien choisir ce dans quoi on met nos finances. Okay? Est-ce que notre argent va dans des vêtements de luxe? Ce n'est pas forcément mauvais, mais quel est le pourcentage de nos finances qu'on met dans les vêtements de luxe, par exemple? Est-ce qu'on a besoin forcément d'une auto? Si oui, quel type d'auto? Quel est le pourcentage qui ira dans l'auto, les assurances, la maintenance, etc., etc. Donc, il y a toute la question de la surconsommation. Il y a aussi les diplômes. Hein. C'est une erreur fondamentale. Je sais que souvent, quand j'en parle, il y a des pour, il y a des contre. On a grandi, là, nous, francophones, hein, francophones africains, on a grandi avec l'idée qu'il faut avoir beaucoup de diplômes, qu'il faut avoir de très, très, très gros diplômes. Ce n'est pas mauvais. On peut me rétorquer que j'en ai beaucoup aussi, c'est vrai. Mais je dois te dire, Stéphane, que si c'était à recommencer, ou si j'étais arrivé au Canada beaucoup plus tôt, là, je ne pense pas que j'aurais multiplié les diplômes comme je l'ai fait. Souvent, Africains ont multiplié les diplômes parce que bon, on ne veut pas rester à la maison. C'est une façon de rester occupé, souvent.
on va ici et là, on va ici et là, on ne trouve pas d'emploi, etc., etc. Il faut dire aussi que les choix des programmes que nous faisons, le choix n'est pas toujours le plus pertinent. Et lorsqu'on arrive en Amérique du Nord, on s'en rend très, très vite compte. On voit qu'il y a beaucoup d'immigrants, africains notamment, qui ont de très, très beaux diplômes, mais au niveau professionnel, ce n'est pas toujours ça. Il y a un grand déphasage, un grand décalage entre la quantité et le niveau de diplôme et puis la qualité de l'emploi et la rémunération qu'on a chez beaucoup, beaucoup d'immigrants. Ce n'est pas toujours à cause du racisme, on va peut-être en parler tout à l'heure. Il y a d'autres éléments qui expliquent les raisons pour lesquelles, malgré nos diplômes, on gagne beaucoup moins que les autres. Alors, voilà 3 des erreurs. Il y en a d'autres, comme le manque de réseautage. On n'a pas compris encore l'importance du réseautage. Bon, je m'arrête là pour ne pas être très long. J'espère que je pourrai revenir tout à l'heure avec tes questions suivantes. Alors Bertrand, tu as dit quelque chose de très pertinent tantôt et je l'ai remarqué, je l'ai appris à mes dépens. On arrive tardivement en Occident, souvent très diplômés. Et comme tu le dis, si bien c'était à refaire, on ne ferait pas tous ces diplômes. Mais c'est quoi la cause? Est-ce que nos pays d'origine, la plupart africains, ne nous poussent pas à aller aux études malgré nous, du fait du manque d'emploi, du manque d'occupation? Et la seule occupation qui nous reste, c'est l'école, ce sont les études, d'où on va cumuler 2 doctorats, 3 masters, etc., etc. Et quand on arrive ici, une double frustration va se poser, la frustration d'être diplômé et de ne pas reconnu à sa juste valeur. Tout simplement parce qu'on est soit surqualifié, ou alors, comme tu as dit, peut-être dans un racisme déguisé, on se rend compte que nos diplômes ne vaut pas un clou. Alors, c'est quoi la meilleure solution pour nous, immigrants? C'est une question très profonde que tu poses. Il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, il faut dire, Stéphane, que le système d'éducation de nos pays, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, le pays que je connais le mieux en Afrique, là, nos systèmes d'éducation africains sont à réformer très profondément. Il y a des améliorations pardon, qui ont été apportées depuis la vingtaine d'années que j'ai quitté l'Afrique, mais il y a encore beaucoup à réformer dans nos systèmes d'éducation, énormément. Exemple, nos systèmes sont encore trop portés vers des filières générales plutôt que vers des filières techniques. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'espère que ça a changé. Quand j'étais ado, on considérait les personnes qui allaient dans les CETIC, ce qu'on appelle au Cameroun les CETIC, les lycées techniques, comme n'étant pas intelligent. On disait, bon, il est parti, elle est au lycée technique, bon, il a raté un peu sa vie, là, il n'est pas très intelligent, il n'est pas capable de faire la série C, la série D, par exemple, qui étaient les plus valorisées à l'époque. Or, nous savons aujourd'hui, avec le recul, avec l'âge, avec l'expérience, n'est-ce pas, Stéphane, nous savons que un électricien en Occident, et notamment en Amérique du Nord, un électricien n'a rien à envier à un prof d'université, rien. Absolument rien. Un plombier n'a rien à envier à un prof d'université, n'a rien à envier à un médecin, au Canada ou aux États-Unis, rien. Bien au contraire, même, j'ai presque envie de dire. Bien au contraire. Donc, nos systèmes d'éducation sont à réformer. Il faut qu'on ouvre davantage de lycées d'enseignement technique ou de collèges d'enseignement technique. Il faut qu'on professionnalise davantage l'enseignement. Il faut qu'on accorde plus de valeur aux enseignants. Parce que malheureusement, dans certains pays, les enseignants ne sont pas valorisés, ne sont pas pris vraiment à leur juste valeur. Gagnent beaucoup moins que voilà, telle ou telle autre profession. Je ne veux pas donner les détails ici, mais tu suis mon regard, je sais que tu me comprends et que le public me comprend. Car on doit valoriser les profs, c'est très, très, très important. Les mettre vraiment dans les conditions de travail adéquates pour qu'elles puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, pour former la jeunesse, pour former la relève, c'est si important.
on devrait aussi former et là je reste toujours dans nos pays, hein, on doit former, Stéphane, nos jeunes par rapport aux besoins de notre société. Souvent, nos programmes scolaires sont un bourrage de crâne. Il y a l'histoire, il y a la géographie, il y a l'instruction civique, il y a les mathématiques, il y a la biologie, il y a la chimie, il y a la physique, il y a toutes sortes d'affaires. Une trentaine, quarantaine de chapitres par cours, et on est évalué à la fin de l'année sur tous ces chapitres-là. Et on s'attend à ce que les jeunes performent. C'est un bourrage de crâne. Est-ce qu'on a besoin d'apprendre tout ça? Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de chapitres? À quoi ça sert? Combien de pourcents, quel pourcentage, toi et moi, Stéphane, avons-nous retenu de nos cours d'histoire, de géographie, de sciences, du secondaire? Même pas 1%, même pas. Alors pourquoi tous ces programmes, tous ces chapitres qui ne servent en réalité à rien? On doit former nos jeunes pour qu'ils elles soient capables de résoudre les problèmes, les défis de leur société. Ça, c'est si important. Maintenant, une fois qu'on est en Occident, pour ceux qui veulent venir ou qui sont déjà là, on doit faire ce que j'appelle, on doit apprendre, Stéphane, je vais être peut-être un peu long ici, parce que c'est très important. Mais vas-y, Bertrand, vas-y, on est là pour ça. Merci beaucoup. On doit apprendre à désapprendre pour réapprendre. Je vais répéter, on doit apprendre à désapprendre pour réapprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de personnes arrivent ici, bardées de diplômes, comme nous savons, et lorsqu'on leur explique comment ça fonctionne au Canada, lorsqu'on leur dit qu'ici, ce n'est pas une affaire de diplôme, c'est une affaire surtout d'expérience de réseau, ces personnes refusent de comprendre et s'entêtent et s'inscrivent à un doctorat. 4 ans, 5 ans plus tard, ensuite sont étonnés qu'on ne les recrute pas, sont étonnés qu'on dise qu'ils ou elles sont surqualifiés, ou qu'on les recrute mais au salaire minimum, ou qu'on les recrute mais, par exemple, pour des fonctions de chargé de cours à l'université, où ils sont payés en fait à la tâche. Hein. Tu donnes un cours, tu es payé, à l'époque c'était 4-5 000 $, ça fait longtemps, là, je n'ai pas les dernières données, j'imagine quand même que le salaire a augmenté avec le temps. 4-5 000 $ à l'époque, n'est-ce pas, quand j'étais au Québec, pour un cours, pour une session. On ne nourrit pas sa famille, une famille avec ça, n'est-ce pas? Alors qu'à côté, le plombier gagne beaucoup plus, le plombier a son propre compte, etc., ou l'infirmier, l'infirmière. Ça lui a coûté beaucoup moins cher d'étudier, ça lui a pris beaucoup moins de temps pour une meilleure rémunération, un meilleur statut social. Alors, on doit accepter de se mouler dans le contexte, de comprendre comment notre pays d'accueil fonctionne. On doit apprendre à désapprendre pour réapprendre. Quand je parle de réseau, de l'importance du réseau, Stéphane, l'importance, par exemple, de faire du bénévolat. J'ai 2 amis qui m'ont dit un jour, mais Bertrand, pourquoi tu écris dans la revue de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario? Je leur dis, mais parce que, 1, j'aime écrire, 2, j'aime lire. Ça me permet de bonifier ma bibliothèque, parce qu'à chaque fois que je reçois un livre, on me permet de le garder, c'est un peu ma récompense. Et ils me demandent, les 2 amis, est-ce que tu es payé pour ça? On vous paye combien? Quand je leur dis, mais on n'est pas payé. Ils disent, quoi? Tu acceptes de faire ça, de lire, d'écrire depuis tant d'années? Tu n'es pas payé, mais j'ignorais que dans ce pays, on pouvait travailler sans être payé. Alors, tu vois un peu la mentalité, Stéphane. Alors, mais ce qu'ils ignoraient, ces 2 amis, et je n'ai pas voulu, c'est un peu mon tempérament, hein, je n'aime pas frustrer du monde. Hein. J'aime dire les choses, mais de manière très, très polie, tu vois. C'est comme ça que je suis. Je n'ai pas voulu leur dire que ça manquait d'intelligence, ce qu'ils me disaient. Pourquoi? Parce que quand tu fais du bénévolat, peu importe le type de bénévolat, selon tes compétences, selon ce que tu aimes faire, quand tu fais du bénévolat, Stéphane, tu es payé. Tu n'es pas payé de manière monétaire, mais tu es payé. Tu es payé parce que c'est une expérience de travail.
Et j'ai développé beaucoup de compétences en lisant, en écrivant. Je me suis fait connaître à travers l'Ontario parce que j'ai écrit pendant de très longues années pour cette revue professionnelle des profs, des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. J'ai payé parce que tu développes ton réseau. Chaque fois que je vais à Montréal, je n'oublie pas de prendre rendez-vous avec ma chef de rubrique, donc la dame qui s'occupe des profs qui écrivent là, pour la revue. C'est un peu une amie aujourd'hui. Je vais à Montréal, voilà, je vais dans son quartier, il y a un café à côté, on se rencontre amicalement, professionnellement, on discute, on apprend à se connaître, on partage nos expériences. Est-ce que ça, ce n'est pas enrichissant? Quand tu fais du bénévolat, Stéphane, tu apprends à connaître le milieu dans lequel tu vis, la société dans laquelle tu vis. Et ça t'aide à prendre des décisions pour toi, pour tes proches, pour les autres. Quand tu fais du bénévolat, et je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long, quand tu fais du bénévolat, ça t'ouvre des portes. Malheureusement, les gens manquent de patience. Et je comprends pourquoi parfois on peut manquer de patience. On a besoin de cash tout de suite. Ça, je comprends. Mais si on peut être patient, il faut être patient. Parce que quand tu fais du bénévolat, ça t'ouvre des portes. Ça te permet d'avoir accès à certaines informations. Le monde t'apporte des opportunités parce qu'ils ont appris à te connaître. Ils ont appris à apprécier tes compétences, apprécier ta personnalité. Et c'est comme ça que les opportunités viennent. Les opportunités auxquelles tu n'aurais jamais eu accès si tu n'avais pas fait de bénévolat. Voilà, j'espère que j'ai pu convaincre les personnes qui hésitaient encore à faire du bénévolat. Alors, je vais résumer ça et c'est important qu'on mette l'accent dessus parce que, comme tu dis, chaque pays a ses codes et venant d'un pays où on ne comprend même pas ce que c'est que le bénévolat, surtout travailler pour ne pas être rémunéré de façon pécuniaire, les gens ne comprennent pas ça. Alors, j'ai retenu de Bertrand que le bénévolat vous récompense en plusieurs paliers que je vais citer là, en connaissance, les lectures, etc., les découvertes, en réseautage, côtoyer des gens, etc., en développement personnel, parce que vous allez vous mixer à travers plusieurs personnes qui ont des attitudes peut-être matures et qui ça va peut-être vous interpeller ou bien vous permettre de vous découvrir, etc. Et puis, vous allez aussi gagner en développement professionnel, parce que vous allez rencontrer des personnes qui peut-être ont une compagnie et qui recherchaient des personnes qui ont votre profil. Vous allez aussi gagner en intégration. Ça, c'est important pour toute personne qui arrive dans un pays qui n'était pas le sien et qui veut grandir dans ce pays et doit s'intégrer. Et donc, en faisant du bénévolat, vous êtes un peu comme, je veux dire, entouré des personnes locaux et vous allez voir la façon de faire. Ça vous permettra justement de vous fondre dans la masse. Donc, merci Bertrand. Pertinent ce que tu viens de nous donner comme information sur le bénévolat. Alors, on va attaquer, je dirais, quasiment l'avant-dernière question, qui est les services d'éducation. Et pour cela, nous allons directement aller sur ton site web et on va voir ça ensemble. Alors, éducation, vous avez plusieurs services. Vous avez le jumelage des institutions éducatives internationales avec leurs homologues canadiens. Vous avez, en tout cas, je vais laisser. Quels sont vos services? Merci Stéphane. Alors, il y a le jumelage, hein. Il y a des institutions éducatives africaines notamment qui nous ont approchés et avec lesquelles nous travaillons pour leur trouver des partenaires ici au Canada. C'est très important, hein. On est dans un monde de réseau, une fois de plus, hein, que ce soit au niveau individuel ou bien au niveau institutionnel, organisationnel. Il faut interagir avec les autres, c'est très important. Il ne faut pas rester dans sa bulle, n'est-ce pas? Il y a aussi les formations en présentiel, en ligne. On a vu les photos tantôt là, de Paris, du Congo, de Montréal, des environs de Montréal et ailleurs, hein, Toronto, etc. Donc, nous donnons des formations en présentiel et en ligne
un peu partout. Nous travaillons avec à la fois des individus et des institutions. Depuis 6 ans maintenant, dans une trentaine de pays, on a pu servir des personnes dans une trentaine de pays, y compris évidemment le Canada. L'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants, c'est si important. Hein. Beaucoup de personnes arrivent, mais sont déçues. C'est un volet souvent négligé par les personnes qui arrivent. L'immigration, moi j'ai envie de dire, là, Stéphane, qu'en fait, l'immigration commence le jour où on arrive. L'immigration ne commence pas lorsqu'on obtient son visa pour le Canada ou pour les États-Unis ou pour peu importe où. L'immigration commence le jour où on arrive parce que c'est là qu'on fait face véritablement à la réalité. Peu importe la préparation, peu importe les informations qu'on a pu glaner, ce qui est bien, il faut le faire avant de quitter son pays, c'est très, très nécessaire. Mais peu importe cela, on aura toujours quelque part un certain choc culturel. Hein, je me rappelle, j'aime souvent raconter ça en rien. J'ai passé 2 très belles années à l'université là-bas. J'aime souvent le dire, une très, très belle université. Et un de mes chocs à l'université, c'était de voir que, eh bien, on pouvait manger en salle de classe, en salle de cours. Pas grignoter, là, pas juste, je ne sais pas moi, une barre de céréales, un petit quelque chose. Non, un vrai repas. Tu prends ton bol de pâtes, etc., de lasagne, de poutine, de couscous, peu importe ce que c'est. Et tu manges sans que ça ne dérange personne, sauf les nouveaux, sauf les personnes qui n'avaient pas compris, qui ignoraient comment ça fonctionne, etc., etc. Eh bien, c'est pour moi et pour quelques autres nouveaux arrivants, c'était un choc. Ça nous a pris plusieurs semaines. Je parlais de désapprendre pour réapprendre là tout à l'heure. C'est si important. Si on veut faire sa place ici, si on veut se sentir vraiment bien ici. Permets-moi de rajouter une anecdote justement sur ce que tu dis. On a un de nos abonnés qui suit la chaîne Immigration et Entrepreneuriat depuis 2 ans et c'est un Ivoirien et il est actuellement au Nouveau-Brunswick. Il est arrivé, ça va faire possiblement 1 semaine déjà et malgré le fait qu'il suit les vidéos, malgré le fait qu'on l'instruit, qu'on l'éduque à faire face au choc culturel, à faire face à la réalité, n'en demeure moins qu'il est arrivé. Il me dit, malgré que j'ai suivi tes vidéos, malgré que oui, c'est important les informations que tu donnes, mais la réalité est différente. Et c'est clair ce que tu dis tantôt. On a beau s'armer, se préparer, avoir glané toutes les informations qu'il faut pour immigrer, mais une fois ici, c'est autre chose. C'est ce que je Voilà voulais pourquoi, rajouter. oui, et je vais renchérir à ta suite aussi, Stéphane. Voilà pourquoi il est si important d'avoir un réseau. D'avoir un réseau. Évidemment, quand on arrive, on n'a peut-être pas de réseau. Certains ont un membre de la famille, peut-être 2, 3 connaissances qui peuvent les guider et les appuyer au départ. D'autres n'ont personne, tout simplement. Mais il y a Immigration Entrepreneuriat, il y a ma chaîne YouTube, hein, ce qui compte vraiment. Nous sommes là pour vous guider. Et toutes les personnes qui ont travaillé avec moi gardent le contact avec moi et j'aime garder également le contact avec ces personnes, prendre de leurs nouvelles, hein, avant qu'elles arrivent, etc., etc. Pourquoi? Parce que je sais que quand elles vont arriver, elles auront besoin de conseils, de stratégies. Oui, il y a des organismes publics qui sont là, qui offrent des sessions d'information, etc., etc. Mais ça ne remplace pas, j'ai vraiment envie de le dire, ça ne remplace pas un accompagnement personnalisé. Quelqu'un qui vous connaît de manière, j'ai envie de dire, personnelle, là, quelqu'un qui est passé, qui a vécu les mêmes difficultés que vous, qui sait d'où vous venez, qui sait exactement pourquoi vous êtes là et qui va vous partager des astuces, des stratégies, qui va ouvrir son réseau qu'il a bâti depuis, dans mon cas, une vingtaine d'années. Vous avez besoin vraiment, vraiment, vraiment de ça pour ne pas perdre du temps et pour vous éviter des douleurs. Statistique Canada, j'aime lire, hein,
des recherches, notamment celle de Statistique Canada. Statistique Canada dit que ça prend en moyenne 5 ans à un nouvel arrivant pour se sentir à l'aise, pour se sentir stable ici. Mais avec un accompagnement personnalisé, ça vous prendra beaucoup, beaucoup moins que 5 ans. Vous n'êtes pas obligé de commettre les erreurs que j'ai commises et les erreurs que les autres commettent. Voilà pourquoi il faut rechercher un accompagnement personnalisé. Il faut construire votre réseau avant votre arrivée, autant que vous pouvez, et dès votre arrivée. C'est très, très, très important. Ton micro, Stéphane? Ah, merci, merci. Alors, je disais tantôt, Bertrand, on est sur ta chaîne YouTube et là, je défile, je vois que on a pas mal de vidéos. Donc, j'invite fortement les abonnés d'immigration et entrepreneuriat d'y faire un tour, d'aller s'abonner et puis surtout de contacter Bertrand si vous avez besoin de coaching, de formation, etc. Vous avez pu voir les témoignages. Allez sur sa chaîne YouTube, vous verrez plusieurs encore et encore. Et pour le moment, cela vous permettra de passer à l'action. Alors, est-ce qu'il y a des gens actuellement qui ont besoin de prendre un coaching avec Bertrand Defoe, ou bien des gens qui ont des questions euh, dans les commentaires, des questions pertinentes, des questions qui viendraient peut-être à les aider, soit à se développer sur le plan professionnel, soit peut-être à guérir une blessure du passé qu'ils n'arrivent pas à guérir depuis tant d'années. Donc, si vous êtes dans ce besoin-là, n'hésitez pas, intervenez. Intervenez, c'est maintenant. Sinon, vous n'aurez plus d'autres occasions comme ça prochainement. Alors, s'il vous plaît, laissez-nous votre adresse afin qu'on puisse bénéficier de vos services. Alors, je vais remettre l'adresse à nouveau. Je l'ai mis tantôt. Je vais le mettre tantôt à nouveau. Alors, vous pouvez contacter Bertrand Defoe à travers son courriel Edugnation, Bertrand A commercial educationconsulting.com et son site internet, c'est le www.educationconsulting.com. Et en passant, ceux qui veulent intervenir, voilà le lien StreamYard. Si vous voulez intervenir sur le live, c'est le moment, c'est maintenant. Sinon, comme je l'ai dit, vous n'aurez plus cette chance-là de pouvoir avoir ces services de manière gratuite. Parce qu'il faut comprendre que au Canada, quand même, on est dans un milieu capitaliste et tout est payant. Et c'est de l'énergie, c'est du temps que des personnes prennent pour vous. Et en passant, je vous invite à vous abonner sur nos pages respectives, YouTube, Immigration Entrepreneuriat, la chaîne YouTube de Bertrand Defoe, parce que c'est énormément de temps qu'on prend pour faire des vidéos, pour vous instruire, pour vous donner beaucoup, beaucoup d'informations pertinentes sur vos décisions d'avenir. Si tu permets, Stéphane, Oui, je voudrais vas-y. dire un mot sur la chaîne YouTube, ce qui compte vraiment, le nom de la chaîne, ce qui compte vraiment. OK. C'est une chaîne qui a environ une centaine de vidéos maintenant, donc qui touche à la famille, problématiques liées à la famille. Nous savons que c'est extrêmement important. Problématiques liées à la carrière, le monde professionnel et au développement personnel. C'est très, 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 très important. Apprendre à désapprendre pour réapprendre. J'insiste vraiment, vraiment là-dessus. Qu'on soit au Canada ou pas, là, ça n'a rien à voir avec l'immigration, ce que je dis, apprendre à désapprendre pour réapprendre. Si on veut grandir, qu'on soit, peu importe où, si on veut grandir, si on veut se développer, atteindre ses objectifs, avoir une vie réussie le plus possible, il n'y a pas de vie parfaite, on s'entend, mais le plus possible, hein, se rapprocher de notre idéal, hein, voilà, apporter aux autres
Nous devons apprendre à désapprendre pour réapprendre. Et Super, sur cette chaîne, vous aurez tout ce contenu, toutes ces stratégies-là. super, super. Alors, Nestor dit, j'aimerais savoir si on peut immigrer en visiteur et profiter pour faire l'argent permanent là-bas au Canada. Nous y reviendrons, Nestor. Ça ne fait pas partie de nos thématiques ce jour. Alors, Bertrand, nous allons faire passer une petite publicité et puis nous allons revenir pour que tu conclues. Alors Bertrand, ça m'a fait plaisir une fois de plus de te recevoir sur cette chaîne comme d'habitude. Et ceci, ce n'est pas ton dernier passage. Tu nous reviendras possiblement pour d'autres thématiques. Mais alors Bertrand, qu'est-ce que tu pourrais nous dire concernant les services d'éducation, concernant ton parcours, concernant toutes ces personnes peut-être qui s'ignorent, mais qui ont besoin d'aide? Merci Stéphane, une fois de plus pour l'invitation. C'est un plaisir comme d'habitude, hein, d'échanger avec toi et voilà, de partager cette heure avec chaleureux public d'immigration entrepreneuriat. Je voudrais dire aux personnes qui nous regardent, qui nous regarderont, qu'elles peuvent atteindre leurs objectifs. Elles peuvent atteindre leurs objectifs. Peu importe ce que vous vivez en ce moment, peu importe les difficultés que vous avez vécues jusqu'ici, c'est possible. Il faut y croire. C'est vrai que parfois, on peut être dans un tunnel, hein, on peut être dans un moment où tout nous paraît sombre, sans avenir, etc., etc. Mais nous avons beaucoup d'exemples autour de nous. Vous avez certainement des exemples autour de vous, des personnes que vous connaissez, et qui vous montrent que rien n'est perdu. Absolument rien n'est perdu. Vous avez entre vos mains, vous avez entre vos deux oreilles le pouvoir pour transformer votre vie. Prenez ce pouvoir, ayez conscience de ce pouvoir. Un des éléments qui me marque dans mes conférences et mes sessions de coaching depuis 6 ans maintenant, c'est lorsque les personnes me disent, mais Bertrand, j'ignorais que j'avais telle compétence, j'ignorais que j'avais telle qualité. Il y a quelques jours encore, j'étais en coaching avec une dame qui a un très beau parcours professionnel, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qui s'est engagée à vraiment poursuivre une de mes formations, dans la formation devenir consultant en 30 jours ou plus, en 30 jours ou moins, devenir consultant en 30 jours ou moins. Alors, on a discuté à la 3e session, elle me dit, Bertrand, j'ignorais que j'avais telle compétence. J'ignorais que j'avais en moi ce qu'il faut pour me lancer en entrepreneur. J'ai toujours douté de moi. Je lui dis, mais maintenant, j'espère que tu ne douteras plus de toi. Pourquoi? Parce que quitter son pays pour aller dans un autre pays, c'est faire preuve de courage, c'est prendre des risques, c'est avoir confiance en soi, se dire qu'on a les capacités de réussir, ce qu'on appelle le sentiment de compétence. C'est aussi vouloir amener sa vie et celle des autres à un autre niveau. Et ça, ce sont les qualités fondamentales pour se lancer en entrepreneuriat. Je sais qu'il y a beaucoup qui veulent se lancer, qui hésitent, qui se disent, mais ce n'est pas pour moi, ça va échouer, etc., etc. Non, non, ça ne va échouer que si vous voulez que ça échoue. Ça ne va échouer que si vous manquez de confiance en vous. Ça ne va échouer que si vous refusez de vous former, que vous refusez de vous faire accompagner, que vous refusez de désapprendre pour réapprendre. Mais tant que vous avez le bon mindset, la bonne attitude, le bon état d'esprit de développement, de croissance, dites-vous bien que vous êtes sur la voie de la réussite. Ce n'est qu'une question de temps. Ça, c'est vraiment le message, Stéphane, que je voudrais faire passer au chaleureux public d'immigration et entrepreneuriat. J'ai hâte de communiquer avec vous. Vous avez mes coordonnées. Écrivez-moi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ce qui compte vraiment. Et nous allons poursuivre les échanges. Merci beaucoup.
Merci Bertrand, merci pour ce mot de fin. Nous sommes arrivés au thème de cette émission qui portait sur la rencontre avec Bertrand Defoe. Une fois de plus, ces paroles de sage, comme d'habitude, a su nous driver durant toute cette entrevue et nous espérons le revoir comme d'habitude à d'autres thématiques aussi alléchantes que celle-ci. Bertrand, sur ce, on va se dire bon week-end Bon et week-end, Stéphane. À bientôt. Merci beaucoup. à très bientôt. Au revoir.